Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. En quête de sens, Sophie Noailles. Il y a les personnalités anxieuses de nature et puis cette conjoncture anxiogène, un fois en continu stressante qui transforme l'anxiété en peste psychologique. Comment résister donc à cette anxiété, qu'elle soit légère ou envahissante au point de nous rendre la vie épuisante, et comment trouver en soi les ressources nécessaires pour se protéger dans notre vie quotidienne, que ce soit au travail ou à travers ces événements ou en famille ou même en société. Allez, on va essayer de vous apporter des réponses et des conseils pratiques aujourd'hui en cette fin de semaine dans En quête de sens. J'ai le plaisir d'accueillir Clémence Pex-Lavallée. Bonjour Clémence. Bonjour Sophie. Vous êtes sophrologue, experte scientifique en gestion du stress et du sommeil, fondatrice des masterclass de sophrologie et du réseau des sophrologues certifiés Bien Relax. Vous venez de publier chez Odile Jacob, il y a un petit moment déjà, mais il y a quelques semaines, quelques mois on va dire, Trouver ses forces intérieures et surmonter le stress et le burn-out. Et puis on vous retrouve évidemment sur votre site bienrelax.com. J'ai le plaisir également d'accueillir le docteur Jean-Luc Duché. Bonjour. Bonjour. Docteur, vous êtes psychiatre à Clermont-Ferrand, spécialisé en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle, ce qu'on appelle les TCC. Vous êtes notamment membre actif de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive. Vous avez écrit sur la déprime, la dépression, et vous venez d'éditer chez Odile Jacob également, tout comme Clémence Pex-Lavallée, Vaincre son anxiété par soi-même, l'anxiété en 100 questions et réponses. J'allais dire, cette émission est malheureusement bien d'actualité parce qu'on a l'impression quand même que même sans ouvrir son poste de télévision ou sa radio, hormis peut-être Radio Notre-Dame, j'allais dire, on vit dans une espèce d'anxiété ambiante, voire une atmosphère anxiogène, docteur Jean-Luc Duché, et ça peut accentuer cette anxiété que l'on a peut-être en nous de façon naturelle. Alors, il y a des personnes qui sont anxieuses, il y en a d'autres qui le sont moins, et on n'est pas obligé d'être anxieux en permanence. En général, on est dans certaines situations qui peuvent être anxiogènes, mais il y a des gens qui sont du souci en permanence. Ça, c'est leur fond de roulement. Ils sont toujours dans l'anticipation négative, la prévention des choses. On va voir, on va détailler toutes ces formes, ces troubles anxieux. Voilà, il y en a plusieurs formes, effectivement. Voilà. Et puis, peut-être faire la différence déjà, Clémence Pex-Lavallée, entre stress et anxiété, parce que parfois, on mélange les deux. Est-ce que c'est différent ? Oui, c'est différent. Le stress, c'est ponctuel. C'est une réaction physique, physiologique et psychologique qui va modifier un comportement pour s'adapter à quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui nous demande de produire une nouvelle forme de comportement. Alors que l'anxiété, c'est quelque chose de chronique. Et beaucoup, l'anxiété n'est pas forcément dans la réalité. L'anxiété peut être une anxiété virtuelle, on pourrait dire. Mais on va différencier effectivement sur l'intensité et puis sur la chronicité. Donc le stress peut se gérer au cas par cas et l'anxiété va demander un travail beaucoup plus profond, oui. Docteur Duché. Alors, moi, je dirais que l'anxiété, c'est souvent une peur. Une peur de quelque chose qui est réel ou qui n'est pas réel, et le plus souvent qui n'est pas forcément réel. L'anxiété, effectivement, c'est une réaction d'adaptation, donc qui peut être plutôt positive. Est-ce que c'est psychologique, c'est physiologique, c'est chimique, voilà, on essaie toujours de se dire, mais voilà, on a une personnalité anxieuse, d'où ça vient ? Est-ce que c'est génétique ? Est-ce que c'est inscrit sur un génome ? Est-ce que c'est héréditaire ? Alors, il y a des personnalités anxieuses, il y a des éléments génétiques, et il y a aussi beaucoup d'éducation. Je veux dire que si on a des parents anxiogènes ou anxieux par eux-mêmes... On a de fortes chances de devenir anxieux à son tour. Absolument. Absolument. Si vous avez une maman qui vous dit toujours couvre-toi, fais attention, fais pas ça, sors pas, c'est dangereux, on énonce un danger, et donc après l'enfant va soit se révolter contre ça parce que lui il veut profiter de la vie comme il l'entend, soit accepter ça et il aura une tendance à devenir anxieux lui-même. Tout dépendra de la façon dont on va gérer ça et faire appel à ses forces intérieures. Connaître le mode d'emploi de l'anxiété, quelquefois on l'a pas dans le sein de la famille et donc on va devoir l'apprendre soit autrement à l'extérieur, soit par des techniques effectivement, que ce soit de sophrologie ou d'autres techniques. Mais la particularité, c'est que ça va quand même s'inscrire dans le corps, et on peut, en passant par le corps, c'est ça qui nous intéresse aussi, on peut passer par le mental et on peut passer aussi par le corps pour pouvoir
pouvoir revenir à l'instant présent. Et surtout, dans l'anxiété, il y a une modification de la respiration qui vient thoracique haute. Et tous les deux, vous en parlez, évidemment. On verra l'exercice, évidemment, Ouais. de respiration, et notamment la sophrologie, puisque c'est votre spécialité, Clémence Bex-Lavallée. On n'a pas l'impression, d'ailleurs, que même s'il y a des manifestations physiques, ça se situe quand même au niveau psychique. Tout d'abord, non ? C'est une peur, en général. Une peur. Une peur, pas forcément de quelque chose d'important. C'est mais une peur qui n'existe pas forcément. On le disait tout à l'heure, qui n'est pas ancrée dans la réalité, qu'on anticipe. Qui peut correspondre à une réalité, mais qui est dramatisée. Par exemple, quelqu'un qui a un TOC, souvent, il va devoir faire des choses d'une certaine façon. S'il ne les fait pas de cette façon, il imagine qu'il va arriver un malheur. Alors qu'effectivement, là, on est dans la pensée magique. Ces fameuses pensées, ces fameuses pensées parasites, c'est ça ? Oui. Une pensée négative qui nous assaille ? C'est un peu le souci, c'est qu'on dramatise tout. Et alors que la réalité, il n'y a pas de vrai problème. Je veux dire que si je mets mon crayon là au lieu de le mettre là, je ne vois pas le danger qu'il y a. Mais certains vont penser que quelque part, parce que j'ai fait ce geste, il va arriver un malheur à quelqu'un de mes proches. Mais d'où ça vient ? Parce que pour vaincre cette anxiété, et notamment par nous-mêmes, c'est ce que vous préconisez dans votre livre, il faut justement analyser ce processus. D'où vient cette peur finalement ? Souvent, les choses se mettent en place progressivement. Par exemple, on parlait de la vérification. Quelqu'un qui vérifie si sa porte est bien fermée, il va le vérifier une fois. Et puis ensuite, après, au bout de quelques fois, il aura l'idée, au bout de quelques temps, il aura l'idée que finalement, peut-être que ça ne suffit pas. Il a peut-être mal fait. Donc, il va le faire une deuxième fois. Oui, il l'a peut-être oublié. Voilà. Donc, il va le refaire une deuxième fois. Et puis, au bout de quelques temps, ça sera une troisième fois, une quatrième fois. Et c'est comme ça que s'installent les vérifications. Et le trouble obsessionnel compulsif. Voilà. L'anxiété, c'est vraiment aussi, c'est lié à l'augmentation de la vigilance. Si je deviens vigilant à quelque chose, et ça reste, ça perdure, et ça génère de l'anxiété, ça va consommer plus d'énergie que la normale. En général, on augmente la vigilance, on s'adapte à ce qui nous fait peur, et on passe à l'action. Et là, on passe pas à l'action. Ou alors, on passe à l'action par des tocs, par des choses qui vont nous rassurer, qui vont essayer de créer un cadre, parce que justement, cette anxiété, ce sujet n'est pas cadré. Et donc, on va passer par des tocs, par des manipulations, on va passer toujours par le corps pour pouvoir essayer de cadrer cette... Compenser quelque part ? Oui, ou plutôt même entourer, sécuriser. On se dit, ça au moins je le maîtrise. Alors que je ne maîtrisais pas le sujet de l'anxiété. Et donc, ça va permettre... Ça veut dire qu'on a toujours du mal, finalement, on se dit, c'est ce qui est le plus compliqué, contrôler, maîtriser notre psychisme, ce qui se passe dans notre tête. Oui, ce qui se passe dans notre tête, ce qui se passe dans notre environnement, ce qui se passe autour de nous. Contrôler le temps, contrôler les autres, contrôler les événements qui peuvent arriver, l'improbable qui peut arriver. Il y a cette non-acceptation, cette incapacité à lâcher prise. Il va falloir contrôler quelque chose. Et l'anxiété, c'est une façon de garder le contrôle. Et de se réassurer en permanence. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à se réassurer. Enfin, ça devient... Ça rend la vie, finalement, quand même... ça peut être... insupportable. Ça peut être complètement... Épuisable. Ah oui. Épuisante, pardon. Oui, mais ça peut être complètement épuisant, effectivement, parce qu'on dépense une énergie de contrôle. Et cette vigilance, effectivement, dépense aussi de l'énergie. Donc, psychiquement, on a moins de disposition, de disponibilité pour réagir à d'autres choses, ne serait-ce qu'au plaisir de la vie, ou apprécier les bons moments, puisque ces bons moments, il n'y en aura pas. Il pourrait se passer quelque chose. Ça prend une telle importance à un moment donné que... Et même l'anxieux, lorsqu'il n'est pas anxieux, il se demande quand est-ce que ça va revenir. Donc, à la limite, il n'est pas tranquille non plus. Il n'est pas tranquille parce que tout d'un coup, il a peur de quelque chose qui arrive. Oui, on a comme un cerveau qui rumine le passé et puis qui est en permanence ou dans le passé ou dans le futur. Donc, le passé, il va le ruminer et puis avec des regrets, des remords peut-être. Et puis, le futur, il va être dans l'anticipation de ce qui va arriver, de ce qu'il ne peut pas contrôler. Alors, à la fois, il ne peut pas contrôler, il ne peut pas refaire le passé et à la fois, il ne peut pas contrôler le futur. Donc beaucoup de techniques vont ramener dans l'instant présent, se poser la bonne question à l'instant présent, ramener la respiration à l'instant présent, sentir le corps à l'instant présent. Et revenir à l'instant présent, le pouvoir, c'est cette verticalité qu'on peut retrouver. C'est ça, vous parlez dans votre ouvrage de l'homme total, enfin cette bonne énergie circulante qu'on retrouve évidemment aussi dans les philosophies orientales, la tradition chinoise, etc.
Comment ça se passe, normalement ? On est justement unifié, on doit avoir cette espèce de bonne énergie qui est bien équilibrée. Oui, non seulement on est unifié, mais on trouve sa place sur Terre, on trouve un sens à sa vie. Et souvent, cette énergie qu'on perd, c'est parce qu'on n'a plus de sens. Et on va la canaliser sur un sujet obsessionnel, d'anxiété, de rumination. Et on a besoin de retrouver un sens à sa vie pour laisser l'énergie remonter, de trouver son sens, aller de l'avant, mais dans l'instant présent. Oui, mais les circonstances font que, Clément Expès-Lavallée, parfois, cet équilibre est mis en danger, et notamment, alors on va le dire peut-être dans la sphère professionnelle, puisque votre livre, vous parlez aussi du burn-out, et on en a déjà fait des émissions sur ce sujet. On ne sait pas trop bien d'ailleurs comment se manifeste ce burn-out, parce que ça met tellement de choses en présence. C'est un stress chronique. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de forte intensité. Il y a des gens qui sont... Alors justement, le piège, c'est que souvent, ce sont des gens qui ont la capacité d'absorber des stress de très forte intensité. Et donc, ils se sentent très forts, très puissants, très performants. Et ils vont vivre des stress chroniques, même à moyenne intensité, mais qui vont les épuiser. Et ils ne peuvent pas lâcher. Et on va revenir sur ce lâcher-prise, parce qu'effectivement, le secret, ça va être d'apprendre à lâcher prise en conscience, de se poser... De l'intérêt de se poser aussi les bonnes questions. De se poser les bonnes questions, oui. Et les questions qu'on peut se poser, on les trouve en thérapie comportementale, c'est vrai. C'est une solution, effectivement, la relaxation, et moi j'en parle dans mon livre, la relaxation fait partie des bonnes solutions face à l'anxiété et le stress. J'allais dire, docteur Jean-Luc Duché, au départ, et vous en parlez, on se dit, tiens, allez, on va aller voir notre médecin, il va nous préconiser, il va nous prescrire un anxiolytique, et puis ça va aller mieux, ou un antidépresseur à la rigueur, parfois pour certains. L'antidépresseur, c'est dans certaines formes d'anxiété. Et l'anxiolytique, ça sera à court terme. Il faut pas je pensais par exemple à des personnes qui sont en cas de burn-out. Les médecins, vont délivrer parfois des antidépresseurs. Mais souvent, le burn-out est une dépression. Quand on regarde, c'est les symptômes d'une dépression. Ce sont les symptômes, oui. Voilà, et le burn-out, c'est ce qui va causer la dépression. C'est-à-dire l'épuisement. Il y a un stress chronique et effectivement, on arrive au bout d'un moment, et ça, c'est l'évolution normale du stress, où les capacités de réaction de l'organisme sont dépassées. Et à ce moment-là, effectivement, on va se retrouver en burn-out. La petite différence, c'est que dans le burn-out, la personne ne sait pas qu'elle ait fait un burn-out. Elle ne le reconnaît pas. Alors que dans la dépression, elle vous dit « je ne peux plus le faire ». Vous lui donnez une tâche au travail, en entreprise ou à la maison, elle vous dit « je ne peux plus, j'y arrive plus ». Et le dépressif va reconnaître qu'il fait une dépression. Alors que le burn-out, il est dans l'illusion du moi, du tout-puissant de moi. Il se dit « non, demain je rattaque le dossier, je vais le faire, je vais y arriver ». Même dans l'organisation professionnelle. Le corps dit stop. Et là, le corps dit stop. Heureusement que le corps est là pour nous dire stop. C'est celui qui nous protège finalement au bout de nous. On nous rappelle à l'ordre. Ce corps qui nous rappelle à l'ordre. Voilà, mais là, en fait, c'est qu'ils ne veulent pas lâcher prise. C'est pour ça qu'ils arrivent au burn-out. Et ils pourraient fonctionner de manière un peu plus soft. Et à partir de ce moment-là, je pense que... Oui, mais j'allais dire, on n'est pas tout seul. On a un environnement, on a des injonctions extérieures, on a des tâches à réaliser, des croyances qui font que... On peut diminuer son stress. Il y avait ce qu'on appelait à une époque le paternoat. Le paternoat, c'était les gens qui avaient l'urgence du temps, qui voulaient justement faire plein de choses à la fois. Ça existe toujours, ça. Alors... Ça existe toujours, c'est tout à fait vrai, mais c'est moins reconnu comme quelque chose de pathologique. Alors que c'était à une époque quelque chose qui était considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire important. Et moi, j'ai vu effectivement, les femmes en particulier sont protégées par rapport au risque d'infarctus jusqu'à la ménopause. Et moi, j'ai vu plusieurs femmes faire des infarctus avant la ménopause et elles étaient toutes paternoat. On voit d'ailleurs que l'âge, on en a fait une émission évidemment sur ces risques cardiovasculaires chez les femmes, que cet âge diminue. Beaucoup de femmes entre 30 et 40 ans. Voilà, mais maintenant elles se mettent à fumer aussi, elles prennent des comportements. Il y a des facteurs de risque complémentaires. Et c'est vrai que l'excès de stress chronique va mettre trop de cortisol dans le corps. Cette hormone de tonicité qui est vitale, je rappelle, le cortisol normalement, c'est une neurohormone qu'on produit naturellement. On ne produit pas quelque chose pour se détruire. Elle est là pour nous permettre d'avoir de la tonicité. Mais en excès, elle devient toxique. Et elle va même détruire des neurones et elle va même nous faire changer de comportement. Donc on ne raisonne plus pareil. Je dis souvent, entreprise,
votre cerveau ne fonctionne plus pareil. Et donc, votre comportement va changer. D'où ce mot burn-out, puisque c'est burn-out, c'est cramé, c'est brûlé, on crame etc. le corps, on a un excès de cortisol, et à ce moment-là, en burn-out, on n'a plus de cortisol, on n'arrive même plus à se mettre debout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réponse au cortisol. Et là, c'est assez violent, parce que la personne ne se reconnaît plus. Elle est habituée à aller faire du jogging, à travailler, à être en permanence en surpuissance. Et là, il n'y a plus rien sous la pédale d'accélérateur. Donc là, on arrive en plus avec un phénomène d'anxiété très très fort, parce qu'il ne se reconnaît plus. Effectivement, il y a une perte du moi à ce moment-là. Il n'est plus sur son chemin de vie et il est dans la douleur, la souffrance. Allez, on va poursuivre cette découverte et en tout cas tous les conseils que l'on peut donner justement pour se protéger, pour aller puiser en nous-mêmes nos ressources intérieures pour vaincre notre anxiété par nous-mêmes tant que possible et puis pour essayer de surmonter ce stress et éviter justement de tomber dans ce burn-out. On se retrouve. En quête de sens, Sophie Noailles. On parle de l'anxiété et du stress, du burn-out aujourd'hui. Comment essayer de se protéger et retrouver en nous nos ressources intérieures justement pour lutter et puis pour éviter de tomber dans ces états extrêmes que l'on décrit aujourd'hui avec Clémence Pex-Lavallée, sophrologue, qui vient de publier chez Odile Jacob « Trouver ses forces intérieures et surmonter le stress et le burn-out ». Et puis le docteur Jean-Luc Duché, psychiatre à Clermont-Ferrand, qui donc vient également décrire cet ouvrage « Vaincre son anxiété par soi-même », l'anxiété en 100 questions et réponses, paru également aux éditions Odile Jacob. Je vous posais la question, docteur Jean-Luc Duché, tout à l'heure, de ces anxiolytiques que l'on peut prendre à la rigueur et on se dit, bon, allez, ça va aller mieux, comme ça va nous faire du bien. Et l'angoisse, alors je parle d'angoisse et d'anxiété, bon, il faudra peut-être qu'on fasse la différence, mais l'anxiété va disparaître et ça va aller. Alors, l'avantage des anxiolytiques, c'est vrai qu'ils apportent une amélioration assez rapide, immédiate, une sédation de cette anxiété, de ce mal-être. Le problème, c'est qu'ils ne règlent pas le problème de fond. La raison pour Comment ça agit ? Comment agit l'anxiolytique ? C'est un peu compliqué. C'est au niveau des récepteurs du cerveau, au niveau du système GABAergique. Donc, il va permettre effectivement de combler certains manques et de rééquilibrer certaines balances. Mais si vous voulez, l'effet va être à court terme. Et donc, il va falloir continuer sans arrêt. Et donc, l'intérêt, effectivement, à augmenter les doses et à devenir dépendant de ce genre de... En plus, il y a une accoutumance, c'est-à-dire une perte d'efficacité du médicament qui oblige à augmenter la dose pour avoir la même efficacité. Et aujourd'hui, on se pose même des questions sur est-ce que les benzodiazépines n'auraient pas une tendance à augmenter le risque de la maladie d'Alzheimer. Parce qu'on voit bien qu'on a l'impression, pour les témoignages que l'on a, de personnes qui prennent ce genre de choses, qui ont des pertes de mémoire, absolument, qui sont coupées finalement d'une réalité. Ça entraîne des troubles de la mémoire souvent, et le plus ennuyeux, c'est un effet sédatif, donc qui contre-indique éventuellement la conduite automobile ou le donc travail sur dangereux. Qui peut être dangereux, absolument, parce qu'on n'a pas la même vigilance. Voilà, donc prescription limitée, normalement. Normalement, 3 mois maximum, théoriquement. Donc on ne devrait pas renouveler plus de 3 mois. Et à ce moment-là, il y a d'autres, en particulier les psychothérapies, tout ce qu'on peut apporter. On parlait tout à l'heure de la relaxation, ça marche plus rapidement. Une relaxation abdominale bien faite marche plus rapidement qu'un médicament, qu'un anxiolytique. On oublie, Clémence Pex-Lavallée, justement, que l'on a un corps et que par ce corps, on peut agir justement sur ces états. Et on a ces forces intérieures qui nous permettent... Comment ça fonctionne ? Avec la respiration abdominale, on va mobiliser le diaphragme qui, lui, va agir sur le système nerveux autonome. Et c'est celui qui mobilise cette accélération des organes vitaux et du cerveau pour pouvoir répondre à une menace, à un danger, qu'il soit réel ou virtuel. Et donc, quand on va passer en respiration abdominale, on va passer en système nerveux parasympathique. Les anciens connaissent bien ce système nerveux, c'est le système vagal, végétatif, c'est celui qui calme. C'est pour ça qu'on dit que la respiration abdominale génère la sérénité. Il n'y a pas d'air dans le ventre. C'est ça, mais on le voit le diaphragme en cas d'anxiété, d'angoisse, etc. On a ce système qui va se bloquer. On a la respiration coupée, on a la gorge nouée, on a l'estomac qui se bloque. Et au niveau aussi de la cage thoracique, on a une oppression thoracique. Et ce que les gens disent souvent, le nœud à l'estomac ou le nœud. Et le cœur qui bat très vite. Voilà. Et le fait de respirer par le ventre va calmer tout ça et va même aider à relâcher le diaphragme. Et donc la tension musculaire qui était douloureuse va se relâcher. Et les sensations pour lesquelles on cherche une sédation, eh bien, on les aura sans médicaments. Et
j'allais dire, au bout d'une ou deux respirations abdominales bien faites, en général, on arrive à calmer la... Mais ça s'apprend, parce que, posant la question à quelques personnes, on me dit, non, nous, la respiration, même pour les insomnies, etc., ça énerve plutôt qu'autre chose. Oui, c'est vrai que quand les personnes arrivent, souvent, il faut quelques séances pour apprendre à relâcher ce diaphragme. Et du coup, aussi, on passe par le relâchement du corps. Alors, en respirant, on relâche le corps, et en relâchant le corps, on relâche le diaphragme. Et ça favorise... Donc, on va descendre en respiration abdominale. C'est cette respiration de la sérénité, elle génère de la sérotonine aussi, c'est ce qui nous intéresse, parce qu'on est en baisse de sérotonine quand on est en anxiété ou en stress chronique ou en burn-out. Et on va avoir aussi plus de respiration sous-claviculaire. Vous savez, cette respiration qui est très très haute et qui fait qu'on sent cette oppression au niveau de la gorge. Et puis ça va diminuer bien sûr la tension artérielle, le rythme cardiaque. On se retrouve en paix à l'intérieur de soi. Et ça, cette information du corps va au cerveau, et le cerveau l'entend très très bien quand il est en paix ou quand il est anxieux. Donc apporter la paix avec le cerveau sans médicaments, c'est aussi une bonne stratégie. Oui. Mais Clémence Bex-Lavallee, il faut en faire quelques exercices avant. Ça ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. C'est sûr que d'abord, il y a ceux qui sont en prévention, ils le font quand ils vont bien, et du coup, le jour où ils en ont besoin, ça marche. Mais en général, les gens viennent nous voir, les médecins nous les envoient au sophrologue quand ça va pas. Et donc, le diaphragme est complètement bloqué, tétanisé. C'est un muscle. Et ce muscle, il est... alors, je peux prendre un relaxant en médicament pour le détendre, mais je ne saurais pas faire par moi-même. L'idéal, c'est quand même d'apprendre à faire par soi-même. Et pourquoi pas à l'école primaire, finalement, d'apprendre quelques respirations, que ce soit à la gymnastique ou avant un cours, avant un examen, un contrôle, pour pas se retrouver dans cette anticipation qui va être intégrée dans la formation de l'élève, et qui petit à petit, chaque événement, par exemple, chaque contrôle va devenir de plus en plus anxiogène, et même il peut devenir anxiogène plusieurs jours avant. Il va commencer à bloquer sa respiration plusieurs jours avant l'examen ou avant le contrôle, parce qu'il va penser que ça va être difficile à vivre, cette épreuve. Cette fameuse anticipation. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, la première chose qu'on fait en venant au monde, c'est de respirer par le ventre. Oui. Mais on l'oublie après. Alors, moi, je me suis posé la question, à quel moment on l'oublie? Et en fait, j'ai travaillé avec des professeurs des écoles, et c'est vers l'âge de raison, vers l'âge de 6-7 ans. Et oui. Et jusqu'à 6-7 ans... Quand les pensées prennent le dessus. La raison, peut-être. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais on a constaté que c'était ça, effectivement. Jusqu'à 6 ans, 5 ans, ça dépend, après, entre 6-7 ans, un enfant respire par le ventre, on continue de respirer par le ventre. Donc, en fait, c'est de retrouver cette respiration qui est la première chose qu'on a faite. Mais si vous vous entraînez pas à le faire régulièrement, vous n'y arriverez pas. Moi, ce que je conseille à mes patients, c'est de le faire 2-3 fois toutes les demi-heures, de façon 2-3 fois toutes les demi-heures. Voilà, 2-3 respirations abdominales toutes les demi-heures, de façon à ce que, deux intérêts, d'abord, on apprend, parce que quand on est en crise, on ne maîtrise pas quelque chose, on n'arrivera pas à le faire. Et la deuxième chose, c'est que toutes les demi-heures, bien, ça baisse le niveau d'anxiété ou de stress dans lequel on peut, parce que ça marche dans les deux cas, ça marche sur le stress et sur l'anxiété. Et à partir de ce moment-là, on reste à un niveau, à la fin de la journée, on reste à un niveau qui est relativement confortable. Alors, les gens ont peur souvent de perdre un peu de temps. En fait, ce temps se récupère, parce qu'au niveau du cerveau, au niveau, j'allais dire, de la concentration, les capacités sont beaucoup plus supérieures si on a respiré et si on a posé les choses. D'abord parce qu'on oxygène le cerveau, tout simplement. Déjà, d'une part, ce qu'il faut comprendre. Voilà. Mais on aurait tout intérêt à l'imposer, j'allais dire, en entreprise, ce genre d'exercice. Oui, mais ça, c'est de plus en plus fréquemment. Je fais toutes les semaines des entreprises, et je fais des conférences et des ateliers pour ça. Et mon réseau aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est rentré en entreprise, parce que ça coûte rien. Ça se fait in situ, assis au bureau. Ça se fait assis quand on est derrière son bureau d'élève aussi. Donc, ce soit au travail, à la maison. Ça se fait dans son canapé quand on est à la maison, qu'on sent que l'anxiété arrive, ou quand on va partir de chez soi et qu'on sent que l'événement qu'on va faire nous rend un petit peu anxiogène parce qu'on n'a pas forcément un caractère d'aventurier, on aimerait être déjà sécurisé, et on va revenir dans cette sécurité intérieure. Et puis, on va pouvoir aussi le trouver dans tous les sports d'endurance. Le sport d'endurance mobilise le diaphragme. Je ne parle pas du sport de performance qui, lui, va faire monter la respiration thoracique, mais le sport d'endurance va mobiliser le diaphragme. C'est ce qu'on appelle ce second souffle. Dans toutes les traditions orientales, on vous parle beaucoup du souffle. Le souffle, c'est la vie. Et ce second souffle, on va apprendre à maîtriser le souffle. Et dans toutes ces techniques, en fin de compte, le secret, c'est la maîtrise du souffle. Un souffle très lent, régulier, calme, posé, qui va descendre régulièrement. On va assouplir le diaphragme pour revenir au centre de soi. Eux, ils parlent du centre vital sous le nombril. Mais évidemment, on va venir renforcer cet espace, et c'est très sécurisant. Ça fait du bien au cerveau et ça fait du bien au corps. Je pense, Clémence Bex-Lavallee, parce que vous y participez aussi, toutes ces fameuses applications-là, oui. Ça peut nous aider? Oui, les applications sont un très bon support. Ça nous apprend à prendre du temps pour soi.
et revenir dans son intériorité. Et ça nous apprend à nous poser. On ne sait plus faire ça. Quand on a 2 minutes, on ne se pose pas. On est peut-être assis, mais on est les yeux sur son smartphone, à zapper. On entraîne la dispersion du cerveau, de l'esprit. On entraîne une respiration thoracique dynamique pour pouvoir agir. Et on n'est pas assez dans le calme. On a quitté dans notre société l'espace de sérénité intérieure. Alors qu'autour de nous, se recréer une bulle. Oui. Alors qu'autour de nous, c'est quand même le chaos. Donc, il faut absolument, plus le chaos est extérieur, plus l'intérieur, il faut augmenter cet espace de sécurité et de sérénité. Docteur Jean-Luc Duché, mais c'est pas évident de résister à ce chaos parce que on parle de l'anxiété qui peut mener à des phobies. Je parle par exemple de la phobie sociale, de ces personnes qui ont du mal à sortir de chez elles, qui ont du mal à aller dans les magasins, poser une question à un vendeur, parce que vous décrivez tout ça, hein, et c'est intéressant de faire des listes d'ailleurs, et de se poser les bonnes questions, tout comme le préconise Clémence Pex-Lavallée, se poser les bonnes questions pour justement essayer de décrire ce qui se passe en nous, les processus. Voilà, pourquoi on a peur de sortir de chez soi, pourquoi on a peur de la foule, tout simplement dans la rue, on va baisser le regard, on n'a pas envie de croiser des gens. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, dans tout ce que vous venez d'écrire, il y a plusieurs hypothèses. D'abord, il y a l'agoraphobe qui lui a peur de sortir, mais là, c'est la peur de l'espace vide, c'est pas la peur forcément de l'autre. Il y a le claustrophobe qui peut être craintif d'être enfermé ou au milieu de la foule. Et puis, il y a derrière tout ça la possibilité qu'il y ait en plus, ou que ça existe par soi-même, la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de l'évaluation. Et là, on va rentrer dans l'anxiété sociale. Et par exemple, quelqu'un qui fait une dépression pour une première fois, il a une chance sur 2 d'en refaire dans sa vie. Si vous avez une anxiété sociale associée, on monte à 95% de risque de rechute. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là dans la tête? Souvent, c'est la peur de ce que va penser l'autre, qu'il ait une mauvaise image. On a le sentiment d'être en évaluation en permanence par l'autre. On attache beaucoup d'importance. Alors l'autre, si c'était quelqu'un qui est important pour nous, ça serait logique. Mais l'autre, c'est tout le monde, c'est n'importe qui. Supérieur, oui, travail, on peut comprendre. Et encore, j'allais dire, jusqu'où je vais mettre de l'importance à ça. Mais l'autre, c'est tout le monde. Hein. Comme vous disiez, ça va être un vendeur. Hein. Ça va être de demander le pain un peu main cuit qui est juste à côté de soi. Là, c'est un problème un peu plus profond. C'est quoi? C'est un problème de confiance en soi, d'estime de soi Alors, la confiance en soi, le manque de confiance en soi va être la conséquence. Si je me fous de ce que l'autre peut penser de moi, je serai à l'aise face à lui parce que je fais ce que j'ai à faire. Il n'existe pas en tant que regard et évaluateur et juge en permanence. Oui. Donc à ce moment-là, je suis à l'aise pour faire ce que je veux. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à repérer ça et puis à s'en débarrasser. Et c'est pas très difficile à faire, ça se travaille assez facilement, alors que ça pollue complètement la vie de ces personnes. Oui, on dit bien lâcher prise. Dans notre société occidentale, on le voit comme abandonné, ne pas avoir de courage, voilà, ne pas être persévérant. C'est un esprit, c'est utilisé comme un peu comme la sieste qui serait aussi pour les feignants. Au contraire, c'est un outil de performance. Et le lâcher prise, c'est un outil de bien-être, de capacité à pouvoir être dans la maîtrise de soi. En Inde, on le dit bien, lâcher prise, c'est renoncer au résultat de l'action, de ce qui ne dépend pas de nous, et de se concentrer uniquement sur l'action, la façon, l'énergie dans laquelle on va être pour le faire. Et quand on lâche prise, on va pouvoir, dans cette verticalité, à l'instant présent, se dire, OK, il y a plein de choses que je ne peux pas maîtriser, ça, je ne sais pas la peine que je sois anxieux dessus, puisque je n'ai pas de maîtrise. Par contre, je vais me concentrer sur ce que moi, je peux faire et qui est complètement à 100% dépendant de ma compétence, de ma qualité d'attention, de ma qualité d'être. Et je n'ai pas à m'occuper de ce qui ne dépend pas de moi. Et dans la réalité, dans la vie, c'est ce qui se passe. Plein de choses. Donc, toutes ces pensées qui vont venir dans notre tête et qui vont essayer de contrôler, si demain il faisait beau, je pourrais faire ceci, il fait cela. Non, on ne peut pas contrôler le temps. Mais si l'autre me répond ça, mais je ne peux pas contrôler l'autre. Je n'ai pas de pouvoir sur l'autre. Je n'ai pas de pouvoir sur les éléments extérieurs. Je n'ai du pouvoir que sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, j'en ai pu en retrouver, en reconquérir la maîtrise. Alors, au niveau, avec l'aide du corps et puis avec l'aide des pensées, du psychisme aussi, on va le voir évidemment. Exemple de situation, j'allais dire, docteur Duché, vous le dites, au niveau de ces troubles d'anxiété, une situation particulière. Voilà, j'ai rendez-vous, j'ai un ami qui vient, il est en retard.
Qu'est-ce qui se passe? Et alors là, effectivement, c'est ce qu'on va Plusieurs se dire. possibilités. Voilà, c'est ce qu'on va se dire des choses. Soit on dit, finalement, il veut pas venir parce que je l'intéresse pas. Il se fout de moi. Et là, on sera probablement très déçu. Ou il lui est arrivé quelque chose. La deuxième hypothèse, effectivement, il lui est arrivé quelque chose et on dramatise tout de suite. On imagine que non pas il était dans un embouteillage, mais il a eu un accident ou un malaise. Donc là, l'anxiété est à un niveau élevé. Alors, ça va dépendre de l'intensité de la relation que j'ai avec lui. Si c'est quelqu'un qui m'est proche et cher, c'est vrai que quelque part, je vais avoir de l'anxiété. Si c'est quelqu'un qui est un ami, mais voilà, j'aurai peut-être moins de niveau d'anxiété. Mais en fait, c'est pas les événements qui sont notre problème. Les stoïciens l'ont dit depuis longtemps, c'est ce qu'on se dit des événements. Et pour ça, je rappelle les 5 accords Toltec que je renomme dans le livre, et dont l'un qui dit « ne fais pas de suppositions ». Et puis, n'en fais pas une affaire personnelle. Si l'autre me dit ça, c'est parce qu'il s'agit de lui. Arrête de te sentir victime, cible de ce que l'autre est, partir dans la submergé parfois, Clémence Pex-Lavallée. On est submergé par ces espèces de pensées parasites, anxiogènes, négatives. On a oublié que l'autre n'est pas notre territoire. C'est-à-dire que l'autre a le droit de penser autrement. Et on est tout le temps en train de penser à travers notre propre filtre. Projeter, en fin de compte. Exactement, d'interpréter. Et ça, c'est vraiment, dans le livre, j'en parle beaucoup dans le système des croyances, parce que à force de faire des suppositions, à force de faire des interprétations, mais l'autre n'est pas nous. L'autre a son mode, ce que j'appelle son disque dur interne, son logiciel interne, avec sa vie, ses expériences, ses émotions, ses ressentis qui lui sont propres. Et nous, on pense que quand l'autre nous dit quelque chose, on le ressent à travers notre filtre, il s'agit de nous et on devient la cible. Voilà. C'est de se libérer de ce genre de choses. Oui. Le problème, c'est qu'on est en permanence en train d'imaginer que l'autre pense quelque chose sur nous. Or, lui-même est dans sa propre Comme bulle. ces personnes qui, dans la rue, pensent qu'on les regarde en permanence, voient une terrasse de café, qu'on est Alors moi, observé. Ce que je leur propose, c'est de mettre des lunettes quand il fait soleil et qu'ils regardent si on les regarde. Et ils sont sont pas déçus, ils sont plutôt soulagés. Il faut passer par cette expérience. Ça peut être intéressant. Décortiquer ce processus. Et là, on s'aperçoit que les autres ne nous regardent pas, ils sont dans leur bulle eux-mêmes. Et il faut arrêter de penser que l'autre est en train de Combien de temps pour y arriver? Alors, ça dépendra de la personne, ça va très vite. Dès le moment où je me suis aperçu, je fais l'expérience 1 ou 2 fois, je m'aperçois que les autres ne me regardent pas, finalement. C'est l'idée que j'en ai, mais je ne vérifie pas. Le problème, c'est que j'ai des interprétations, des suppositions, et je ne vais pas vérifier si ces interprétations sont justes. Mais l'anxiété peut aller jusqu'à l'angoisse qui nous submerge. Alors, entre l'anxiété et l'angoisse, vous aviez proposé tout à l'heure qu'on parlait de la différence. Il n'y a pas une grande différence au jour d'aujourd'hui. L'angoisse était plutôt l'expression physique de l'anxiété. Aujourd'hui, on emploie un terme comme l'autre sans angoisse, sans et puis grande j'allais dire différence. Jusqu'à la crise de panique. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Tout à l'heure, on a parlé de la respiration abdominale et je voulais y revenir. Effectivement, il faut tout ce qu'on a dit est juste, mais il faut respirer lentement. Si on respire trop vite, on peut effectivement déclencher une attaque de panique avec des sensations de vertige et tout ça, parce qu'on se met en hyperventilation, on modifie notre pH sanguin. Et finalement, c'est physique, la crise de panique, c'est l'expression physique. Alors, c'est une expression souvent organique. Oui, tout à fait. Oui, les sensations sont réelles. C'est l'interprétation qu'on en fait comme quelque chose de dangereux. Alors qu'en fait, j'allais dire, 30% de la population fait des attaques de panique. Ça veut dire 2 milliards d'individus. Jamais personne n'en est mort. Et en général, c'est la peur de mourir qui est derrière. Mais c'est ça. Mais jamais personne n'en est mort. Je veux dire, une attaque de panique en elle-même, ça ne pose pas de problème. C'est pénible, c'est épuisant. Un mauvais moment à passer. Voilà, mais il faut savoir que sur ces 30%, vous en avez 29% qui s'en foutent. Et il n'y en a qu'1% qui appréhendent refaire. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de la pathologie en elle-même, c'est pas de faire une attaque de panique, c'est d'avoir un trouble panique. Et le trouble panique, c'est l'appréhension d'en refaire. Et c'est d'organiser, de paralyser sa vie à travers cette appréhension. C'est ça qui est le problème. Faire une attaque de panique en soi, c'est pas grave. Mais c'est l'anticipation qui devient problématique. C'est la peur d'en refaire, donc on va mettre en place tout un tas de choses. On va éviter de prendre l'ascenseur, de sortir dans la rue, parce qu'on se dit, de prendre l'avion éventuellement, par peur de refaire une attaque de panique. Aujourd'hui, de l'anxiété, du stress, du burn-out, trouver ses forces intérieures, c'est le titre de l'ouvrage de Clémence Pex-Lavallée, paru aux éditions Odile Jacob, et puis le docteur Jean-Luc Duché, qui est psychiatre à Clermont-Ferrand, qui vient de faire paraître cet ouvrage également paru chez Odile Jacob, Vaincre son anxiété par soi-même, ou comment la surmonter au quotidien. On l'a vu, on a les ressources en nous, que ce soit psychique ou corporel. D'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure de ces exercices de respiration, ce souffle que l'on a en nous, évidemment, qu'il faut utiliser. Mais Jean-Luc Duché, j'allais dire, on ouvre notre poste de télévision en ce moment, même si on n'a pas un terrain anxieux, on n'a pas de trouble d'anxiété, on a l'impression de recevoir en pleine figure, en pleine tête, cette atmosphère, cette ambiance anxiogène.
Tout à fait. Et de ça, la subir. Oui. Et le problème de l'image est important parce que l'impact visuel qu'on aura, et donc dans notre cerveau, va être beaucoup plus important. Et quelque chose que moi je repère, c'est que souvent vous avez des journalistes qui vont commenter, mais derrière, en arrière-fond, vous avez ces images qui passent en boucle. En permanence. Oui. Ouais. Et ça, c'est catastrophique parce que ça crée une imprégnation au niveau du cerveau beaucoup plus importante. Si je le vois, un reportage, c'est un reportage, mais si l'image la plus traumatisante en général passe en boucle derrière, là, elle va m'imprégner alors que je n'en ai pas conscience, donc je ne vais pas la traiter puisque je suis en train d'écouter ce que dit le commentateur, autrement j'aurais zappé l'émission, et cette image va s'imprégner en moi et va créer ce sentiment de peur encore de manière plus forte. Et de plus en plus, malheureusement, les télévisions le font, et je trouve ça vraiment ennuyeux parce que c'est très anxiogène et ça participe à la création de ce climat d'anxiété, de mal-être, de souffrance qu'on a en ce moment. Oui, c'est vraiment toxique, on pourrait dire. C'est que ça abîme effectivement. Je pense aux enfants, notamment. Oui. Et il faut savoir qu'on utilise la même technique en sophrologie avec les visualisations. La visualisation, c'est l'imprégnation par le cerveau, par les 5 sens. Et dans un reportage télé, vous avez de l'émotion, ça dégage de l'émotion. Vous êtes en face de l'image, vous avez de l'émotion et vous êtes figé, vous ne pouvez pas agir. Donc c'est une somatisation négative du corps. Alors que dans la visualisation en sophrologie, on va faire des visualisations positives, comme pour un sportif de niveau, on va se voir gagner, on va se voir appréhender l'événement d'une façon sereine, positive, libérée. Et c'est ça. Donc on pourrait faire exactement la même chose. C'est le même process qu'on utilise en sophrologie, mais on va le faire en visualisation positive. Pour retrouver des forces intérieures, augmenter la sécurité. Alors que quand on est figé devant sa télé, on va être dans cette imprégnation visuelle négative, avec des émotions négatives, une grande anxiété. Observez chacun d'entre vous la prochaine fois. Vous avez votre corps qui devient beaucoup plus raide, tétanisé, les muscles qui se contractent et la respiration devient thoracique haute. C'est-à-dire que vous avez le souffle coupé. On le dit bien, encore une fois, on va revenir sur le souffle. On a le souffle coupé. Il va falloir retrouver un souffle vraiment fluide. Le souffle coupé, qu'est-ce que ça provoque chez nous dans notre Alors, ça vient figer le cerveau, en fait. Ouais. Ça va faire, on le sait, c'est une façon, dans un premier temps, d'augmenter la vigilance. On retient son air, on a le souffle coupé, on retient la vigilance. Ces 5 sens sont super stimulés à ce moment-là, mais on n'est pas censé vivre toute la journée et toute notre vie, notre quotidien en souffle coupé. C'est juste un mécanisme ponctuel pour augmenter la vigilance juste avant de piquer un sprint. Et si on est devant sa télé, on pique pas sprint et on reste en souffle coupé et on peut vivre sa journée, ses nuits. Combien d'entre nous vivons nos nuits avec un souffle court et on ne retrouve plus son souffle? Le souffle, c'est vraiment de la fluidité. On est avec la première inspire, on descend avec le dernier souffle et entre-temps, il y a une variabilité du souffle tout au long de notre vie. Il est fait pour être variable. Là, la différence, c'est qu'en conscience, le souffle, on peut le modifier, alors que les autres activités corporelles, on ne peut pas les modifier en conscience. Mais le souffle, lui, il se fait d'une façon inconsciente. C'est presque notre principe vital. Exactement. Je respire, je n'y pense pas, ça marche très bien. Mais si j'y pense, je peux même augmenter sa qualité. Pour les enfants, une préconisation, évidemment, pour toutes ces images que l'on peut voir, même de façon indirecte, avec une télé en fond. Il faut éteindre la télé ou changer de chaîne pour les enfants. Mais je redis une anecdote que j'ai déjà citée l'autre jour, où j'étais dans une salle d'attente d'un cabinet de radiologie. Et on le trouve souvent maintenant dans les salles d'attente où on a un écran de télévision avec en boucle ces chaînes d'infos continues. C'est terrible. Parce que là où on devrait justement être dans une atmosphère un peu plus sereine, un peu plus apaisante, on nous balance ces images. Ou le matin au petit déjeuner, chez soi, on allume la télé et on s'habille, on prend son petit déjeuner rapidement, debout avec un café, devant la télé. On met en marche des mécanismes, ce qu'on appelle des facteurs exogènes, extérieurs, qui vont imprégner déjà une survigilance, une menace, une insécurité. Donc le matin, une petite séance de sophrologie, de visualisation positive, au contraire pour ouvrir sa journée d'une façon positive, en yoga, en méditation. Tout le monde nous apprend, toutes ces techniques nous apprennent à faire de l'éveil de la conscience, mais pour aller vers le haut, pour enrichir sa vie, pour ouvrir sa journée, et en aucun cas pour subir. On répète, on réexplique visualisation positive, Clémence Paccarelli. C'est la somatisation positive. De la même façon, vous pouvez visualiser que vous allez échouer, vous pouvez visualiser que vous allez réussir. Le but n'est pas de réussir, encore une fois, c'est pas le résultat de l'action, c'est... Ou d'avoir une image rassurante la façon, aussi. Oui, alors c'est la façon de réussir avec ses 5 sens, la position de son corps, l'émotion, les sensations corporelles. Et puis aussi, bien sûr, vous l'avez tout à fait raison, on peut aussi avoir une image sécurisante. Dans la première séance de sophrologie qu'on pratique avec le sophrologue, on amène à
après avoir détendu le corps, régulé la respiration et arrivé en onde alpha, on amène le cerveau à installer, à s'imprégner d'une image ressource sécurisante. C'est cette image ressource qui va nous servir de refuge à tout moment quand on se sent pas bien. Et ça, c'est une force qu'on a à l'intérieur de nous et qui peut nous servir au quotidien. Alors tout ça, c'est intéressant parce que ça marche, mais le souci, c'est qu'on a, malheureusement, moi, c'est ce que me disent les patients, parce que j'utilise beaucoup la relaxation et la respiration abdominale, mais on n'a pas le temps. Donc, ou on le prend pas. Ou on le prend cas, pas, on mais ne le prend pas. Voilà, c'est difficile. Donc il y a d'autres techniques qui peuvent être intéressantes, notamment de travailler sur les cognitions. C'est-à-dire que dès que vous avez une cognition qui va être ennuyeuse, une idée qui va vous savez que si vous commencez d'y réfléchir, ça va commencer à vous perturber. Il faut se dire stop et ne pas aller réfléchir sur cette idée. C'est-à-dire on ne la laisse pas. Alors moi j'ai entendu parfois me dire, et ici en émission, il faut l'accepter cette pensée. Alors, si on veut, mais surtout pas y réfléchir dessus. Ouais. Et on a 10 secondes. C'est-à-dire ne pas la laisser se... Si, on peut la laisser, mais il ne faut pas y réfléchir. Et le problème, au bout de 10 secondes, on va y réfléchir. Moi, je ne comprends pas, docteur Duché. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas y réfléchir ? À la limite, vous preniez l'exemple de quelqu'un, vous apprenez il est sur la route, vous apprenez qu'il y a des choses, voilà, vous allez commencer à vous faire un scénario catastrophe et réfléchir à toutes les possibilités. Est-ce que, tiens, il m'avait dit ça, mais il m'avait dit ça aussi, il est peut-être passé, je cherche des solutions, et rassurantes, et au contraire, certaines qui ne vont pas être rassurantes, mais j'allais dire, tout ce mode de réflexion est inutile, puisque quelque part, la probabilité, c'est que je vais sélectionner les idées les plus angoissantes plutôt que celles qui me rassurent. Alors je fais quoi ? Je la remplace par une autre dans ces cas-là ? Alors ça peut être une solution, effectivement, j'essaie de me concentrer sur une image neutre, sur une image agréable. L'autre solution, c'est que dès que l'idée commence à pointer son bout de nez dans mon cerveau, je dis stop et j'arrête d'y réfléchir. Je ne veux surtout pas commencer à y réfléchir, parce que si je me mets... C'est un peu, j'allais dire, l'attitude de l'évitement ? Non, pas du tout, justement, là. C'est pas l'évitement. J'évite pas, j'arrête. Je maîtrise ma pensée, là, au contraire. Parce que si je commence à y réfléchir, je vais activer tout un tas de zones de mon cerveau. En particulier, les zones de la mémoire et tout ça, pour aller chercher des informations. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'avait dit que peut-être, voilà. Et là, quelque chose qui n'est pas un problème, puisque de toute façon, je peux pas agir, donc je vais me polluer le temps d'attente avant qu'il arrive, et plutôt que d'en profiter, je vais avoir tout un tas de pensées qui vont m'angoisser, en me disant, mais oui, il est peut-être arrivé quelque chose ou ça. Donc, il faut éviter de commencer à réfléchir à quelque chose qui nous ennuie, dans la mesure où on sait que ça ne servira à rien. Je veux dire, après, on a de vrais problèmes auxquels il faut réfléchir. Ça veut dire être, j'allais dire, en pleine conscience, en pleine présence, et se dire... Oui, tout à fait. On reste là, il est en retard, point. Et puis, si l'idée, qu'est-ce qui s'est passé, stop, ça ne sert à rien que je me demande qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé, puisque de toute façon, je n'aurai pas la maîtrise. Je n'en aurai pas la maîtrise, ni la connaissance, ni... Voilà, je verrai quand il sera là. Donc, je vais perdre mon temps, m'angoisser, éventuellement, c'est quelqu'un qui est important pour moi. Donc, dès que l'idée commence, avant même d'y réfléchir, c'est-à-dire d'y réfléchir, qu'est-ce qu'il a pu se passer, tout ça. Et moi, je suis très étonné parce que je m'aperçois que les patients réussissent remarquablement à faire ça. C'est beaucoup plus facile que je le pensais. Rapidement. Mais oui, ça marche tout de suite. Et par contre, dès le moment où vous avez commencé d'y réfléchir, là, il va falloir vous dire plusieurs stops pour arriver à le contrôler. Stop. C'est ça. Quand le déroulement est parti, quand on déroule la pelote de laine, c'est... Exactement. C'est exactement ça. Et c'est pareil la nuit, lorsque les gens souvent... on rumine. Voilà. Le cerveau a horreur du vide, donc il ne faut surtout pas le laisser partir. Pour des choses qui n'ont pas d'intérêt. Si par contre j'ai un vrai besoin de réfléchir à un problème, là on est dans une autre configuration. Clémence Spex-Lavallée. Oui, le cerveau a horreur du vide et puis surtout il ne s'arrête jamais. Même la nuit, il continue à tourner. Donc, encore plus la nuit. Oui, parce que et donc du coup il y a une stratégie qu'on utilise en sophrologie qui est la respiration synchronique, c'est qu'on va utiliser un mot qui est positif sur l'expiration. Et à chaque fois qu'on est sur l'expiration, on va répéter ce mot mentalement. Ça va occuper le cerveau sur une somatisation positive. C'est une technique tirée du yoga de Sankala qui permet à chaque fois que je suis sur l'expiration, je vais répéter ce mot et je vais laisser les sensations associées à ce mot s'imprégner en moi. Alors on peut chroniser une santé avec la respiration. Exactement. Ça demande une certaine pratique. Et ça, du coup, ça demande de canaliser la pensée. Ça va augmenter la concentration et ça va éviter d'aller dans cette dispersion de la concentration des pensées qui va
qui va du coup nous emmener sur des endroits qui sont dangereux pour nous de penser. Donc on va au contraire canaliser la pensée, on va permettre d'augmenter cette concentration et vraiment, je répète parce que je le précise bien dans le livre, le mode d'emploi c'est comment est-ce que sur chaque expire, je vais pouvoir répéter ce mot et laisser ce mot diffuser à l'intérieur de moi. Et nous on fait carrément un body scan sur tout le corps, on fait circuler le mot sur tout le corps parce que ça peut apaiser certaines, par exemple pour les douleurs, on l'utilise beaucoup dans les centres de douleur parce que ça peut apaiser une douleur physique, ça peut apaiser une douleur émotionnelle ou une douleur psychique. Ça peut, on le voit en hypnose aussi, notamment. Voilà. Et puis, ça va permettre surtout d'occuper le pensée. Le cerveau fonctionne en permanence. Et donc, nous avons vraiment... on n'a pas un bouton off sur lequel on peut appuyer. On se prend trop... La technique du stop. La technique d'arrêt de la pensée. Ça vous permet, mais ça, on le maîtrise assez facilement. Hein. C'est curieux, mais c'est rassurant quand même. Ça veut dire... Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a plein de beaux outils. On peut la vaincre, cette anxiété. Et Dieu sait si il y a des personnes anxieuses. Et on est tous quasiment un peu anxieux à un moment donné. On peut l'être tous à un moment donné, mais il peut y avoir des raisons. Mais il y a des gens qui le sont de manière continuelle et inutile. Donc là, c'est peut-être pas nécessaire de continuer comme ça. Est-ce que, justement, on peut vaincre cette anxiété jusqu'à un certain stade où, à un moment donné, il faut vraiment consulter et être accompagné ? Alors, je pense qu'effectivement, tout dépend de le niveau d'anxiété, l'antériorité et la difficulté qu'on a à la contrôler. Le but de ce livre, c'était d'expliquer justement comment la contrôler par soi-même, sans forcément, parce que j'allais dire, comme vous dites, on peut tous être un peu anxieux. L'idée, c'était éviter les médicaments. Éviter les médicaments, et puis, éviter forcément de se sentir obligé de consulter. Mais ensuite, si l'anxiété prend un niveau important et qu'on n'arrive pas à la contrôler, je pense que c'est utile de se faire aider. Que ce soit les techniques de relaxation, que ce soit la respiration abdominale, que ce soit les techniques cognitivo-comportementales qui marchent très bien sur des types d'anxiété un peu plus structurés. Donc des thérapies. Les thérapies cognitivo-comportementales marchent très très bien. En particulier vous parliez tout à l'heure de l'anxiété sociale, c'est une anxiété qui est très 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 répandue. Et puis, les TOC aussi existent. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les phobies. Il y a plein de gens, par exemple, la phobie de l'araignée était une phobie qu'on considérait comme pathologique. Aujourd'hui, on s'est aperçu qu'elle est tellement répandue qu'on ne la considère pas comme pathologique. On a l'impression que c'est même, j'allais dire, ça se passe de l'une à l'autre personne. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'on peut travailler dessus et très bien. Parce que le problème, si vous voulez, quand vous avez une phobie, par exemple, de l'araignée, vous voyez l'araignée comme si elle était énorme. En fait, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est simplement revenir dans la réalité, regarder que cette araignée est peut-être à 1 mètre de vous. Proportionnellement à notre taille. Voilà. Décentrer le truc et regarder un petit peu comme est la réalité. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de techniques qui permettent très facilement de diminuer son anxiété. La difficulté qu'ont souvent les gens, ce qu'ils nous disent, c'est la difficulté d'avoir le temps de pratiquer. Je crois que la respiration abdominale est une technique qui demande, ça va demander 30 secondes, 1 minute au maximum. Et quand on voit l'aspect positif... On est en voiture, par exemple, arrêter un feu rouge. Plutôt que de s'énerver en disant il va pas passer... On attend le métro ou le bus. Voilà. On peut très bien respirer 1, 2, 3 respirations abdominales. Et ça, c'est quelque chose... C'est plutôt une hygiène, une habitude de vie, finalement. Ça devient un réflexe, Clémence? Oui, ça devient un réflexe. En général, je recommande 5 à 6 séances pour gérer l'anxiété ou le stress, d'apprendre les techniques de base, de bien guider pour bien faire la différence. Il faut voir un sophrologue. Oui, c'est pour ça qu'on a créé le réseau Biarrelax avec des sophrologues vraiment qui sont certifiés, qui sont spécialisés là-dessus, et sur biarrelax.com. Et dans le livre aussi, il y a toutes les techniques qui permettent d'aller du corps à la respiration, au système des pensées, et de revenir après à l'instant présent et de apprendre à lâcher prise, mais ce coup-ci pour se faire du bien et pas pour abandonner. C'est de revenir vraiment dans cette capacité à être soi, mais enlever de tout ce qui nous empêche de bien vivre, de cette qualité de vie dont on a besoin au quotidien, que ce soit au travail, à la maison, dans des familles aussi où on peut avoir des difficultés familiales avec des parents souffrants, avec des enfants malades. Par exemple les fêtes, là. Voilà, avec des tensions, effectivement, les fêtes sont souvent l'occasion de revenir dans des systèmes de tension anciens. Donc on va pouvoir y aborder, retrouver sa capacité à être serein, à se sentir en paix avec soi. Et si on est en paix avec soi, de soi à soi, on va pouvoir être enfin en paix de soi à l'autre, de soi
aux autres et de soi à son environnement et pourquoi pas de soi à l'univers, trouver sa place. Merci à tous les deux en tout cas parce que vous nous avez bien apaisés aujourd'hui et donné des clés. Et puis un maître mot, voilà, on ferme la télévision, on ne regarde pas ces infos en continu. Surtout s'il y a des images. Et surtout s'il y a des images récurrentes et des enfants à proximité. Voilà, et on écoute la radio, bien évidemment. Allez, merci beaucoup, Dr Jean-Luc Duché. Vaincre son anxiété par soi-même aux éditions Odile Jacob. Clémence Pex, La Vallée, Trouver ses forces intérieures, surmonter le stress et le burn-out. 2 ouvrages qu'il faut avoir avec soi parce qu'il y a de nombreux conseils pratiques, voilà, pour tous les jours. Et puis pourquoi pas offrir à ses proches, des séances de sophrologie et apprendre à respirer. Merci à tous les deux.